Bonjour, salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver chers amis, merci pour vos partages, merci pour vos pouces, aussi vos commentaires, je réponds quasiment à tous les commentaires, et puis merci de me dire partout où vous nous écoutez, où l'écho de cette chaîne arrive, et merci de faire partie de cette chaîne de l'amitié, cette chaîne de la fraternité, chers amis, beaucoup de choses à vous dire. Alors j'aimerais vous dire aussi que j'ai aussi un compte TikTok, et pour que ce compte TikTok soit activé, il faut qu'il y ait 1000 abonnés, donc je vous donnerai les adresses complètes, je pense que c'est Khalid Léon 8, et lorsqu'il y aura 1000 abonnés, je pourrai enfin activer aussi ce compte TikTok pour préserver les abonnés que nous avons actuellement. On ne sait jamais que cette chaîne YouTube soit interdite pour X raisons. Nous aurions donc une espèce de refuge pour rester ensemble, chers amis. N'oubliez pas aussi mon adresse mail, voixduslam@yahoo.fr, voixduslam@yahoo.fr. Voilà. Alors, je m'étonne de l'actualité. Évidemment, en France, on se bagarre beaucoup autour de la nomination d'un gouvernement qui ressemble aux autres, celui de Bayrou, qui gesticule un peu partout, qui s'est imposé. Paraît-il que Bayrou aurait fait du chantage à Macron, il aurait fait chanter Macron, qui n'en voulait pas, Macron, de Bayrou, mais paraît-il qu'il a fait chanter. Alors, sur quoi l'a-t-il fait chanter ? Allez savoir, il y a tellement 1000 raisons, il y a tellement de casseroles en France, ça devient une immense quincaillerie, l'Hexagone, qu'on peut penser que Bayrou, bien placé, est pas très républicain, dans la mesure où on fait chanter un président. C'est vous dire un petit peu que la République française se banalise, mais se bananise aussi au sens de république bananière. Bayrou s'est imposé, mais ce ne sera pas pire que les précédents, puisqu'apparemment la France est quand même la zizanie, et comme disait De Gaulle, c'est un peu la chienlit. Bref. Dans l'actualité, où un président qui n'aime pas du tout l'Algérie, je ne dis pas qu'il la déteste, mais Sarkozy a quand même un fiel, une haine très lointaine sur l'Algérie. On prétend que son père, Paul Sarkozy, était légionnaire en Algérie, et on sait que les légionnaires n'ont jamais laissé de bons souvenirs partout où ils sont passés. Alors Sarkozy, on en parlera, qui s'est fait mettre les bracelets pour 1 an, donc ça s'appelle un délinquant, un criminel, ce que vous voulez, en tout cas sur le plan de la justice, et il s'est pris un enferme de bracelet. Reste aussi l'autre affaire beaucoup plus grave, celle-là, il y a celle de Karachi, gravissime, mais aussi celle de Kadhafi, où là, il y a eu beaucoup d'argent pas très propre, même cradingue, qui serait remis par mallette entière à Sarkozy. Ce procès va arriver aussi. Donc cet homme qui, dès 2017, avait déjà commencé à attaquer Hollande, enfin plutôt Macron, sur le fait qu'il vienne en Algérie voyager pour préparer aussi la diplomatie, aussi sa relation avec l'Algérie. Selon l'écrivain et journaliste Marc Andevel, dans un de ses bouquins, je crois que c'est le trouble Macron, il raconte que avant 2017, pour avoir un peu de flousse, pour avoir un peu d'argent, Macron serait venu en Algérie à l'hôtel Ourasi, où il aurait rencontré des pontes importants du patronat algérien. Je l'ai non, mais je ne vais pas le donner, je vous laisse découvrir Marc Vandevel, et où il a été reçu, il serait parti, paraît-il, avec beaucoup de flousse pour sa campagne. Et il aurait été accompagné par ça pour transporter l'argent derrière, avec 2 affreux jojos, l'un Alexandre Jouni, Alexandre Jouni et Alexandre Benalla, deux trissotins, 2 porteurs de valises, mais pas dans le bon sens, ces porteurs de valises, 2 porteurs de valises, Tony Truant. Et Tony Truant, je l'écrirai en ce qui me concerne, en 2 mots. Bref, Sarkozy a transporté sa haine depuis 2017 sur l'Algérie. Il a récidivé récemment, Sarkozy, sur l'Algérie en 2023, où il a encore attaqué l'Algérie en disant il ne faut pas qu'il y ait une amitié factice, en tous les cas trouble, ou alors hypocrite, ou qui ne serait pas stable avec l'Algérie. Autrement dit, de dire méfions-nous de l'Algérie. Paraît-il il s'est imposé comme une espèce de porte-parole du Maroc. Paraît-il, il aurait dit que la très bonne relation avec l'Algérie nuirait aux relations avec Rabat. Alors je ne sais pas s'il est dépositaire d'une quelconque mission du Maroc, je ne pense pas, et que je sais aussi que énormément de Marocains détestent pas, mais se méfient énormément d'un type comme Sarkozy et de sa smala et de sa bande, mais qui se sont improvisés comme ça une espèce de diplomate de circonstance intéressé toujours pour tisser des relations davantage plus proches avec le Maroc et contre les relations algériennes. Enfin, voilà. Sarkozy a toujours cette haine-là qui lui vient de très très loin, cette haine contre l'Algérie, j'y reviendrai. Dans l'actualité française aussi, au-delà de Bayrou et des barbouzeries autour de la France et l'Algérie, où des membres de l'espionnage français seraient allés s'arranger avec quelques pseudo-repentis du terrorisme de la décennie noire,
de ces crapules qui sont allés assassiner leurs compatriotes algériens, algériennes, que ce soit de vrais ou de faux Algériens. Bref, ils auraient essayé de ressusciter, de remettre en marche des cellules dormantes là-bas et là. Apparemment, ça fait beaucoup de chaos. On en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier où il n'y a pas? La présidence algérienne là-dessus ne s'est pas trop répandue, bien qu'au niveau des ambassades, on a essayé de régler les comptes. La France est silencieuse là-dessus, non, on n'a rien fait, c'est pas nous, etc. Alors qu'on ait renvoyé, que la France ait renvoyé quelque part des espèces d'apprentis du crime, comme Bugeaud qui débarque en 1830, c'est les mêmes criminels qui reviennent, une espèce de nostalgie du passé qui revient comme ça, et qu'on veut se payer encore une fois la tête de l'Algérie. En parlant de tête, chers amis, de la chaîne, en Syrie a été nommé un type qui est devenu quelqu'un de formidable. C'est un type qui a du sang jusque-là. Ce Joulouni, je crois, qui en 2017, sa tête était mise à prix 10 millions de dollars par les États-Unis. 10 millions de dollars. Aujourd'hui, il est plébiscité même par les chaînes de désinformation massive. Il est considéré comme un sauveur, voire même un démocrate. Ce type qui était, encore une fois, en 2017, recherché pour crime par les États-Unis. Aujourd'hui, on le voit intronisé, reconnu comme étant comment on dit ça? Un terroriste modéré, je crois, c'est ça, ouais, c'est ça. Bref. Tout ce monde-là est plein d'hypocrisie, plein de misère, etc. Et pour revenir un petit peu, on parlait beaucoup de tête, et comme l'Algérie serait redevenue quelque part la tête de Turc, d'une certaine diplomatie, d'un certain pouvoir souterrain, de certaines officines, je disais de certaines officines qui voudraient donc déstabiliser, je parle au conditionnel, déstabiliser l'Algérie, eh bien, j'ai envie de dire un peu comme les humoristes, certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, l'Algérie est vigilante et veut conserver des relations sincères, amicales avec le reste du Maghreb, comme elle l'a toujours fait, et avec la France aussi. Il semblerait que ce ne soit pas réciproque, cette envie d'avoir une espèce d'amitié, une amitié cordiale, etc., de véritables échanges. Certains aimeraient bien installer la zizanie, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Et il semblerait que, certains... non important en France circulerait pour créer cette déstabilisation, chers amis. En parlant de tête de Turcs et ceux qui veulent se payer la tête de l'Algérie et se payer les Algériens et les Algériennes en général, cette histoire commence depuis très très longtemps. Puisque en 1843 ou 49, au sud de Constantine, dans l'oasis de Zarcha, eh bien, le contingent, le régiment français est allé avec sa barbarie que l'on connaît, destructrice et colonialiste, est allé à Zarcha où elle a massacré 800 habitants. 800 habitants. Les massacres avaient commencé dès 1830, vous le savez, je vous ai parlé de Cavagnac, etc., dès 1832. Eh bien, ces massacres se poursuivent dans l'ouest avec la résistance de l'émir Abdelkader qui va s'étendre dans presque toute l'Algérie, mais du côté aussi de l'est algérien, du côté de la Kabylie, avec un grand résistant qui s'appelait Boubarla. Boubarla qui était un homme aussi qui a fait partie de la résistance algérienne, avec les femmes dont j'ai parlé, Leila Fatma Nsoumer et bien d'autres évidemment qui viendront vers le XXe siècle. Vous connaissez les noms, vous connaissez l'histoire. Et alors, cette destruction qui se poursuit, eh bien, cette France coloniale de l'époque, sanguinaire et barbare, va décapiter énormément de gens, de têtes. Elle va les amener au musée de l'homme à Paris. Ces têtes sont encore là, il y a plusieurs milliers de têtes qui sont là, notamment la tête du résistant Boubarla, qui est là-bas. Alors, on voit l'aspect sanguinaire, le triomphe qui était montré, et ces têtes étaient d'ailleurs exhibées au XIXe siècle pour effrayer les populations qui voudraient résister. À cet égard, au XIXe siècle et au début du XXe, eh bien, des cartes postales étaient aussi vendues avec des Algériens pendus. Et ça faisait partie, c'est ce que les militaires envoyaient à leurs familles, à leurs épouses, bon baiser d'Algérie, avec ces militaires pendus. Vous voyez un peu le côté un peu civilisationnel, le niveau de la civilisation qui était déjà en place. Ces têtes sont là, et alors il y avait un intellectuel, un écrivain algérien, je crois qu'il s'appelait Ali Farid Darklia, je crois, c'est son nom, je vais vérifier. C'est bien ça, il s'agit bien d'Ali Belkadi qui en 2011
en ressuscitant cette histoire de ces crânes d'Algériens, va réclamer leur restitution à la France. Il sera suivi en 2016 par un intellectuel algérien qui s'appelle lui Brahim Senoussi, qui lui va vraiment vulgariser cette demande. Il y aura plus de 30 000 signatures et cette demande de restitution des crânes d'Algériens sera signée par des milliers de gens et notamment par des spécialistes de l'Algérie comme l'historien Gilles Manseron, que je vous conseille de lire aussi monsieur Blanchard, magnifique, Pascal Blanchard, magnifique aussi écrivain du colonialisme, et Benjamin Stora, qui vont aussi pétitionner pour que ces crânes soient rendus. Alors en 2000, il y aura 24 crânes qui seront rendus, mais on est loin du compte, et aujourd'hui je pense qu'il y a l'association Brahim Mabrouki qui poursuit cette demande de restitution des crânes d'Algériens exposés au musée de l'homme. Donc la tête de l'Algérie, symboliquement donc théoriquement et pratiquement existe toujours, et aujourd'hui certains voudraient ressusciter symboliquement de se payer la tête de l'Algérie, alors que les Algériens réclament tout simplement la tête de ces Algériens parce que ça leur semble effectivement tout naturel, et qu'un pays qui se prétend au centre des droits de l'homme, civilisé, etc., les Algériens et les gens ne comprendraient pas qui conserve ces crânes d'Algériens. Alors la ténacité, la pugnacité des autorités algériennes et des Algériens qu'on leur restitue ces mémoires. Il y a beaucoup de familles d'ailleurs qui ont réclamé la restitution de ces crânes, puisque a été noté le nom de ces familles dont les ancêtres ont été décapités. Ces familles écrivent massivement à la France pour récupérer effectivement le crâne de leurs ancêtres afin qu'ils aient une sépulture digne. Ça me paraît élémentaire. Alors, la ténacité des Algériens, je pense qu'elle est connue, puisque ayant lutté contre une des plus grandes puissances du monde, ils ont obtenu leur indépendance par les armes, par la diplomatie, mais surtout par les armes aussi. C'est la guerre, c'est la poursuite de la diplomatie et inversement. Eh bien, quelques détails à leur rappeler. Vous savez, quand les Espagnols s'installent, je vous raconterai l'histoire du port d'Alger et du Pignon, du Peñón qui était à l'entrée d'Alger, une histoire assez extraordinaire qui mérite d'être racontée, comment notamment les Algériens, avec un Algérien qui était à la troupe des troupes turques, qui en 1732, vous savez, l'Espagne était installée très longtemps du côté d'Oran, et bien en 1732, cet Algérien, je dis bien qu'il est Algérien, Bouchelarem, ça ne s'invente pas, il s'appelle Bouchelarem, celui qui a des moustaches, et bien à la tête de combattants turcs et algériens, va faire tomber le fort, vous savez, le fort qui est en haut d'Oran, et l'a récupéré aux autorités, pour les autorités algériennes. Les Algériens ont de la mémoire, les Algériens, petit détail comme ça, du côté de Blida, je crois, dont est originaire Mustapha Lacharef. Mustapha Lacharef est un des 5 chefs historiques de l'Algérie qui avait été kidnappé dans l'avion avec les chefs historiques de l'Algérie. Mustapha Lacharef, qui était né, je crois, du côté de Blida qu'on appelait aussi la ville rose, qui avait été construite spécialement pour accueillir les Andalous qui fuyaient l'épuration ethnique des Espagnols en Andalousie. Mustapha Lacharef fut aussi une des figures de l'histoire, mais aussi il a compris que l'éducation et la culture étaient au centre du cœur des Algériens, et que l'histoire de l'Algérie n'était pas mince, n'était pas celle racontée sur quelques années de la part de la France, de la part des colons, mais que l'épaisseur de l'histoire algérienne était bien plus profonde et qui remontait à l'Antiquité de cette histoire. Mustapha Lacharef était un exemple. Je prends lui par exemple comme ça, qui fut donc aussi professeur en France, qui a aussi étudié à la Sorbonne, résistant algérien, ministre de l'éducation sobomédienne, et qui a été aussi professeur au lycée Louis-le-Grand, le lycée prestigieux parisien Louis-le-Grand. Je pense aussi à des écrivaines aussi qui ont aussi montré la ténacité. Je vais vous parler d'Assia Djebar, l'immense Assia Djebar, qui est l'image même de la littérature féminine en Algérie. Celle qui a été son héritière, c'est Maïssa Bey, de son vrai nom, Samia Ben Hamer, qui a écrit des trucs formidables sur l'Algérie, notamment sur le combat des femmes en Algérie, comme cette fille-là, ou Ne te retourne pas, ou en poésie. Elle a écrit Sahara, mon amour aussi. Elle a écrit des choses formidables. Je vous invite vraiment à lire Maïssa Bey, qui a obtenu le prix Odou, Marguerite Odou en 2001. Ce même prix d'ailleurs avait été remis à Majid Chorfi, le leader du groupe Zebda.
Comme je vous le disais, l'Algérie a de la mémoire, et elle entretient cette mémoire. Elle n'a pas l'esprit de revanche, comme on croit nous le dire, etc. Et on essaie de nous endormir avec un pays qui ne offrirait pas les droits aux écrivains, etc. Avec toujours l'histoire de Sansal et Daoud, les deux trissotins, les deux zigotos qui essaient d'exister en vendant du livre ou en faisant une communication mesquine, surtout de la part de Daoud, dans ses comportements anti-algériens. L'Algérie n'a pas de revanche, mais elle a de la mémoire. Souvenez-vous de cette grande mosquée Quechua qui a été construite par les Turcs, certes, mais qui a été ensuite défendue bravement par les Algériens. Quand en 1830, cette église est transformée en église ou en cathédrale, eh bien la première chose que fera l'État algérien en 1962, c'est de reconvertir, de ramener cette mosquée à son culte originel. D'ailleurs, les Algériens ne sont pas revanchards, puisque en ce qui concerne par exemple Notre-Dame d'Afrique, les Algériens n'y ont jamais touché. Donc, pas de procès comme ça. Aucun procès, donc l'Algérie ne l'acceptera. Donc, on ne touche pas à sa souveraineté, on ne souveraine pas, on ne touche pas aussi à son intégrité. Et son histoire, elle la connaît mieux que personne. Voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt.